Bienvenue à ce cycle de conférences consacré à l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Dans cette sixième conférence, j'aborderai l'implication de la Société Saint-Jean-Baptiste dans la création d'institutions financières. J'ai déjà montré dans une conférence précédente que depuis la conquête britannique, l'économie du Québec était dominée par les anglophones et que les Canadiens français étaient confinés à un rôle marginal dans le développement économique. C'était l'agriculture qui occupait la majorité de la population canadienne française et l'agriculture ne permettait pas l'accumulation d'un capital suffisant pour créer des usines ou des entreprises. L'accès au capital financier avait toujours été une entrave au développement d'une bourgeoisie d'affaires francophone. Et c'est cette situation qui expliquait l'infériorité économique des francophones. Et ce thème sera au centre des préoccupations du mouvement nationaliste entre 1910, 1920 et 1960. Certes, on avait pensé assurer l'avenir de la nation et créer une classe d'affaires par l'éducation, mais cette éducation était suffisante si on n'avait pas des capitaux pour faire des investissements. Et donc, c'est la Société Saint-Jean-Baptiste qui va lancer, après la Première Guerre mondiale, des initiatives pour créer ces institutions financières nécessaires à l'émergence d'une bourgeoisie d'affaires. Elle se distinguera par la création de trois organisations: la Société nationale de fiducie, la Société nationale d'assurance et la Société nationale de colonisation. Il faut remonter aux modifications apportées à la charte de la Société en 1898 pour retracer l'origine de ces initiatives. On avait alors introduit une disposition qui autorisait la Société Saint-Jean-Baptiste à créer des corporations fiduciaires qui lui permettaient d'administrer des successions. L'objectif était ici clairement de concurrencer les institutions financières anglophones comme le Royal Trust, le Montreal Trust et le National Trust. Alors, le Conseil général va adopter une résolution le 18 septembre 1916 pour lancer cette Société nationale de fiducie. Je cite un extrait de cette résolution. La Société nationale de fiducie aspire à être un instrument permettant aux Canadiens français d'effectuer la concentration de leurs forces sur le terrain économique et de se soustraire au servage économique perpétuel. Je souligne le mot servage qui indique une très forte conscience de la domination exercée par les hommes d'affaires du Canada anglais. Cette initiative est très révélatrice d'un changement d'orientation dans la société canadienne-française, enfin, un changement qui débute au début du 20e siècle. Ça indique que le rapport à l'argent qu'avaient les Canadiens français commence à changer. Je vous rappellerai ici que notre société était souvent aux prises avec l'idée que les Canadiens français étaient nés pour un petit pain, et certains affirmaient même que l'argent était l'excrément du diable, thèse évoquée par sainte Thérèse d'Avila. Alors, ces visions du rapport des Canadiens français à l'argent commencent à être contestées par de nouveaux intellectuels qui vont manifester une meilleure compréhension des questions économiques. Je réfère ici à Édouard Monti, qui sera le directeur de l'École des hautes études commerciales et qui reflète très bien cet esprit qui est en train de se développer. Alors, je le cite, « Les richesses sont des utilités qui satisfont le besoin de l'homme.
enrichissons-nous pour faire rayonner notre identité française. Voilà donc une nouvelle perspective sur le rôle que l'argent et les affaires pouvaient jouer dans le développement de la nation. La société va donc préparer un mémoire pour lancer cette Société nationale de fiducie et on explique les raisons qui justifient la création de cette institution. Je cite, acquérir notre indépendance économique, parvenir à garder pour nous la richesse que nous créons, la faire servir au développement de nos ressources et de notre influence, empêcher qu'elle ne devienne une arme contre nous entre des mains ennemies. N'est-ce pas un des plus importants problèmes de l'heure? Donc, clairement, l'objectif est d'accroître l'influence économique des Canadiens français et surtout de freiner la déportation des capitaux parce que certains Canadiens français relativement aisés confiaient la gestion de leurs héritages à des sociétés de fiducie canadiennes anglaises. Alors, cette façon d'envisager l'avenir économique par le capital, par la maîtrise du capital, rencontre évidemment la résistance dans une société ultra-catholique. Il fallait donc aussi justifier de façon morale l'accumulation du capital. Alors, on fera valoir à la Société Saint-Jean-Baptiste que ces fonds qui vont être recueillis par la Société nationale de fiducie vont servir des fins religieuses, ça va servir à financer les paroisses, ça va servir à développer des coopératives agricoles, on pourra financer des sociétés de colonisation et ainsi contribuer à la prospérité économique des Canadiens français. Cette idée qui germe au début du 20e siècle va prendre quand même une vingtaine d'années avant de se matérialiser. Et donc, c'est en juin 1918 que le montage financier pourra être opérationnel. Je rappelle qu'ici, le gouvernement provincial ne facilitait pas la tâche de nos hommes d'affaires, puisqu'on exigeait, pour créer une société de fiducie, on exigeait donc un capital de départ de 250 000 $, dont 100 000 $ d'actions payées. C'était évidemment assez difficile pour les Canadiens français de réunir une telle somme. Et donc, cette société va faire un montage financier qui va réussir à fournir ce capital de départ. Ce que cette société va faire avec ses fonds, elle va gérer des propriétés, elle va acheter et vendre des obligations, elle va prêter de l'argent à des individus ou à des sociétés ou à des entreprises. On constate, si on fait une recherche dans les archives de cette Société nationale de fiducie, qu'elle achète, par exemple, en 1919, des obligations de la ville de Dorion, elle achète des obligations de commissions scolaires, elle achète aussi des obligations de la ville de Montréal. Donc, elle sert en quelque sorte à financer les emprunts que doivent faire les institutions canadiennes françaises, que ce soit les paroisses, les villes, les commissions scolaires. Deuxième initiative qui sera lancée par la Société Saint-Jean-Baptiste, c'est la Société nationale d'assurance. Bon, l'achat d'assurance vie va commencer à se répandre chez les Canadiens français après la Première Guerre mondiale. Mais ce sont, encore une fois, des capitaux britanniques qui vont profiter de cette source d'épargne des Québécois. Et on constate qu'en 1929, il n'y a aucune entreprise canadienne-française parmi les 10 plus importantes compagnies d'assurance au Québec. Alors, le réseau des institutions financières va donc mettre cette société d'assurance à contribution et elle sera lancée en 1940. La Société Saint-Jean-Baptiste, c'est elle qui administre ces institutions financières et elle contrôle, par exemple, 51% des actions dans la Société nationale d'assurance. Elle désigne elle-même des membres de l'administration, du conseil d'administration,
et elles conservent 10% des bénéfices. Alors ça, c'est un aspect intéressant parce que ces entreprises économiques qui étaient faites pour servir le développement national ou le développement économique de la nation vont aussi, bien sûr, servir à financer les activités de la Société Saint-Jean-Baptiste. Après la Deuxième Guerre mondiale, les deux institutions financières dont je viens de parler vont contrôler un actif de plus de 40 millions de dollars. Et cette société de fiducie et cette compagnie d'assurance vont, grosso modo, contribuer à environ 100 000 dollars aux activités de la Société Saint-Jean-Baptiste dans les années 60. Ces entreprises, évidemment, sont de taille moyenne et à partir des années 60, elles ne sont pas en mesure de résister aux conglomérats financiers qui commencent à se créer. Et donc, la Société nationale de fiducie va passer sous le contrôle des caisses d'entraide économique qui elles-mêmes vont être absorbées en 83 par la Mutuelle des fonctionnaires du Québec. Et aujourd'hui, ça a été racheté par la Capitale Mutuelle et donc de la Société nationale de fiducie créée en 1898. En 2004, c'est la Capitale Mutuelle qui en est maintenant propriétaire. La Société Saint-Jean-Baptiste va aussi se lancer dans une autre aventure économique en créant la Société nationale de colonisation. Il faut rappeler ici le contexte intellectuel de la société québécoise. L'idéologie qui prédominait à cette époque fondait l'avenir de la nation essentiellement sur le travail de la terre. Je rappelle ici, pour mémoire, qu'en 1903, Monseigneur Paquet soutenait que les Canadiens français étaient un peuple essentiellement religieux, dont la mission qui lui avait été attribuée par la divine providence, et là je cite, était moins de manier des capitaux et d'allumer les feux des usines que d'allumer le foyer lumineux de la religion et de la pensée. Je cite toujours, pendant que nos rivaux, c'est-à-dire les Canadiens anglais, revendiquent l'hégémonie de l'industrie et de la finance, nous ambitionnerons avant tout les palmes de l'apostolat. Avec une telle philosophie, on peut comprendre qu'il y avait une certaine difficulté pour les Canadiens français à s'imposer dans le monde de l'économie moderne. Donc, pour les nationalistes canadiens français, l'agriculture était le centre de leur pensée économique. Cette école de pensée était peu favorable aux libertés modernes, elle rejetait l'industrialisation, elle rejetait le matérialisme et elle voulait donc centrer l'avenir de la nation sur la culture du sol, le travail de la terre. C'est tout de même paradoxal de constater que cette idéologie avait malgré tout imprégné le milieu intellectuel urbain de Montréal, puisque la Société Saint-Jean-Baptiste va créer le 25 avril 1917 un comité pour s'occuper de la colonisation. Donc, la Société Saint-Jean-Baptiste prend l'initiative de lancer un mouvement pour encourager les jeunes Canadiens français à effectuer un retour à la terre. Alors, le mot d'ordre était « Emparons-nous du sol ». Il s'agissait ici, à cette époque, en 1917, de voir à la réinsertion économique des soldats qui revenaient de la guerre. Et donc, on voulait inciter le gouvernement du Québec à mettre sur pied un crédit agricole pour financer les jeunes qui voulaient s'établir sur la terre. Et donc, on espérait de cette façon empêcher l'exode rural qui s'était manifesté, on l'a vu précédemment, bien plus tôt à la fin du 19e siècle, où nos jeunes Canadiens français allaient s'établir aux États-Unis dans le monde industriel et urbanisé. Alors, ça posait un problème sérieux pour l'avenir national, puisque la population canadienne-française se dépeuplait au profit des États américains ou de l'Ouest canadien. Et parallèlement à cela, la politique canadienne d'immigration encourageait un flux important d'immigrants qui venaient d'Europe et qui allaient s'établir dans l'Ouest avec l'aide de l'État canadien. Alors, donc, l'idée était de
demandé à l'État du Québec, lui, d'intervenir pour soutenir l'établissement des Canadiens français dans le milieu rural. Les nationalistes vont donc inciter nos jeunes à aller s'établir sur de nouveaux territoires de colonisation. Ça permettait de résoudre non seulement le retour des soldats de la guerre, mais ça permettait aussi de résoudre le problème des familles nombreuses qui n'étaient plus en mesure de survivre sur le territoire agricole et qui obligeaient donc les enfants à venir s'établir dans les villes. Alors, en ville, évidemment, surtout dans les grandes villes comme Montréal, les usines étaient des lieux, disait-on, de perdition et d'assimilation, puisque les anglophones contrôlaient ces entreprises. Et on pensait que l'établissement dans les milieux ruraux servirait de rempart pour protéger les Canadiens français de la domination étrangère. Donc, la Société nationale de colonisation sera créée le 22 mars 1920 et il s'agissait de financer l'établissement de colons sur des terres dans les régions comme l'Abitibi et le Témiscamingue. Le président de cette société de colonisation, qui s'appelait Léon Trépanier, qui est par ailleurs un historien populaire assez connu, exposait les objectifs de cette société. Je le cite, « Je souhaite que la société s'applique à favoriser le retour à la terre des familles nombreuses qui ont déserté le sol pour venir chercher fortune à Montréal et qui sont non seulement un fardeau pour la communauté, mais un objet de profonde inquiétude pour l'avenir de la race. » Je rappelle ici que le mot race à l'époque est utilisé comme équivalent du mot nation, pas seulement par les Canadiens français, mais par les Américains et les Britanniques. Alors, la SSJB va présenter un mémoire à l'Assemblée législative en février 1929 pour que l'État du Québec établisse une véritable politique de colonisation. Il s'agissait, disait-on, dans ce mémoire, de continuer l'œuvre de conquête de la Nouvelle-France. Et il fallait créer, disait-on aussi, 1000 paroisses de plus d'ici 25 ans. On recommandait donc au gouvernement du Québec de faire pression sur les compagnies de chemin de fer pour que le Québec ait sa juste part du rail afin que les nouveaux colons puissent se rendre sur ces terres neuves très éloignées des centres-villes. Et ce qui est intéressant aussi dans ce mémoire, c'est que la SSJB propose de mettre sur pied le crédit agricole, qui va devenir un thème politique important par la suite et qui sera porté principalement par l'Union nationale. L'action de la société de colonisation n'était pas très, très efficace et surtout, ça exigeait beaucoup d'investissement. Et donc, après avoir fait plusieurs emprunts à la Société nationale de fiducie, on voit bien comment toutes ces sociétés financières s'interpénètrent. Cette société de colonisation va donc faire faillite et c'est le gouvernement du Québec qui sera appelé en relève. Le gouvernement Tachereau va donc accepter d'investir 1 million de dollars pour soutenir la colonisation et il s'agissait essentiellement de financer le transport des chômeurs qui voulaient faire ce retour à la terre et donc on les amenait dans les territoires en Abitibi et au Témiscamingue. À travers donc ces initiatives économiques qui, il faut le reconnaître, oscillent entre le succès et l'échec, on peut constater que les dirigeants de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal manifestent une très forte préoccupation pour la situation économique des Canadiens français et vont développer une stratégie de reconquête de l'économie parce que c'était, selon Édouard Montpetit, la clé pour assurer la survie de la nation. On ne pouvait plus seulement compter sur la revanche des berceaux et sur le contrôle du territoire agricole, il fallait aussi reconquérir le monde industriel et le monde urbain. Ces initiatives vont donc se perpétuer à travers le 20e siècle. Mais il y a d'autres fronts qui occupent aussi la Société Saint-Jean-Baptiste
dans la première moitié du 19e siècle, surtout après la Première Guerre mondiale, et ils voudront développer un projet de construction de l'identité nationale. Et ils vont combattre l'assimilation et l'acculturation qui menacent les Canadiens français dans un monde industrialisé et urbanisé, contrôlé par l'autre nation, par les Canadiens anglais. Et donc, dans notre prochaine conférence, je vais vous présenter les différentes initiatives qui ont été mises en place depuis 1920 pour stimuler l'émergence et le développement d'une identité canadienne-française. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver à la prochaine conférence.